Bonjour. Alors aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie pour l'introduction au Big Data. Je commence par le premier slide. Alors nous avons vu la fois passée comment la mise en cache, la localité temporelle, la localité spatiale permet d'accélérer le calcul. Alors les systèmes informatiques réels utilisent plusieurs niveaux euh, de stockage, alors qui forment une hiérarchie. Alors on peut la diviser sur deux parties. Une hiérarchie supérieure proche du CPU, tout ce qui est registre et cache. Et voilà, c'est là qu'on trouve un stockage très rapide et très petit. Alors, la hiérarchie inférieure, deuxième type de hiérarchie, alors se compose d'un stockage très volumineux et lent, d'accord? Comme par exemple la RAM, les disques durs, ainsi de suite. Alors, nous avons utilisé la mise en cache pour transférer des données entre les niveaux voisins de la hiérarchie. Alors, entre la hiérarchie inférieure et la hiérarchie supérieure. Alors, les développeurs ou bien les programmeurs n'ont pas besoin vraiment de connaître ces détails. Il y a une abstraction pour un programmeur. Alors, la mémoire, elle est grande avec un espace unique. D'accord. Il va pas prendre en considération qu'il y a deux parties, il faut la hiérarchie supérieure ou bien la hiérarchie inférieure. D'accord. Euh, alors, voyons un exemple de la hiérarchie de la mémoire dans un système. Alors, ici, nous avons un système composé de CPU, d'accord, de mémoire, alors, voilà, voici la mémoire, et de disques. Voilà. Alors, il dispose de quatre niveaux de stockage. Alors, les plus rapides sont les stockages à l'intérieur du CPU. Les registres et les systèmes de cache sont beaucoup plus rapides pour transférer des données. D'accord. Alors, ensuite, vous avez un stockage intermédiaire qui est le cache. Ensuite, vous avez la RAM et puis vous avez les disques durs. Alors, vraiment, chaque niveau vous donne un compromis différent entre la vitesse de transfert de données et la taille du stockage. D'accord? On peut voir ça dans cette pyramide. Alors, ici, par exemple, vous avez les tailles et ici, vous avez par exemple la vitesse. D'accord? En nanosecondes. D'accord? La taille, c'est la taille de la pyramide. D'accord? Alors, la vitesse du transfert augmentera si nous passons du disque dur euh, au registre de CPU, mais l'espace de stockage va diminuer. Certainement, un disque dur peut contenir plus de données par rapport à un registre, bien par rapport à un système de cache. D'accord. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons parlé sur la localité mémoire dans un seul ordinateur. Mais pour traiter de grandes quantités de données, nous avons besoin de nombreux ordinateurs. Alors, nous appelons un cluster un ensemble de plusieurs ordinateurs connectés via un réseau. Voilà. Alors, la particularité des clusters de traitement de données, en anglais, on les appelle Data Processing Clusters, et qu'ils partagent leur mémoire, d'accord? Et ils travaillent d'une façon qu'ils ont vraiment une mémoire partagée. Alors, la localité dans ce contexte, c'est quoi la localité dans un système distribué? Alors, signifie que les données dont le CPU a besoin pour son calcul résident sur la même machine. D'accord. Alors, comme ce n'est pas toujours le cas, alors nous avons besoin d'un mécanisme de transfert de données entre ces ordinateurs et de préférence un mécanisme qui sera caché bien sûr au programmeur. Imaginez que vous exécutez votre programme Big Data sur un cluster d'ordinateurs et que vous devez gérer le transfert de données entre ces ordinateurs. Ça va être une tâche vraiment gigantesque. Alors, dans Spark, cette abstraction, ce système d'abstraction est appelé un ensemble de données RDD. On va les voir par la suite. D'accord. Dans un système, il faut noter aussi, dans un système distribué, le caching, alors le cache, le système de cache, le concept, elle est remplacé par le shuffling. On va le voir par la suite.
Alors, pour résumer juste cette partie, nous avons vu que la hiérarchie de la mémoire se compose de plusieurs types de stockage. Le petit alors, est rapide, comme le cache. Le grand est lent, comme les disques durs. D'accord? Alors, les clusters étendent davantage la hiérarchie de la mémoire en permettant aux ordinateurs de partager leur stockage. Alors, lorsque vous pensez à des très gros calculs, alors vous pensez peut-être au cloud computing, ou peut-être vous pensez à quelque chose comme par exemple les superordinateurs. Alors, c'est quoi la définition, c'est quoi la différence? On va voir ça par la suite. Alors, regardons un peu l'histoire du gros calcul. Commençons donc par les superordinateurs. Alors, les superordinateurs sont des machines auxquelles on a donné des noms comme Cray. D'accord? C'est des machines qui ont été développées. Alors, Blue Gene, par exemple, ça, c'est Blue Gene. D'accord? Alors, ce sont des machines qui utilisent du matériel très spécialisé et qui étaient donc très très chers et ne sont pas vraiment abordables pour tout le monde. Alors, ils ont été conçus pour résoudre des types de problèmes vraiment spécialisés et spécifiques pour une mission précise, d'accord? Comme par exemple, ils ont utilisé Cray pour jouer par exemple aux échecs, d'accord? Ou bien faire la prédiction de la météo. Alors, d'autre part, vous avez des centres de données, data centers. Alors, les centres de données sont des machines qui sont essentiellement le côté physique de ce que nous appelons le cloud computing, mais ils ne ressemblent à rien à un cloud. Si, par exemple, si vous regardez réellement un centre de données particulier, cela ressemble plus à une très très grande usine, hein, comme vous êtes en train de voir ici, qui contient des milliers et des milliers des ordinateurs connectés entre eux. Alors, quels sont les centres de... C'est quoi un centre de données? Alors, ils sont essentiellement ce qui se cache derrière le cloud que nous utilisons tous les jours. Alors, ce sont de grandes collections d'ordinateurs de base, vraiment d'ordinateurs de base. Je veux dire, les mêmes ordinateurs que vous achetez pour votre maison ou votre bureau. Alors, des ordinateurs très similaires sont utilisés dans le centre de données. Alors, le nombre d'ordinateurs dans un centre de données est vraiment énorme et dispose d'un nombre important de données. Ces centres de données fournissent des calculs vraiment alloués, d'accord, sur la demande. Alors, fondamentalement, les entreprises qui ont besoin de faire un calcul, elles louent des machines, des espaces de stockage dans le centre de données et font leurs calculs, d'accord. C'est donc maintenant le calcul en tant que marchandise à la demande. C'est essentiellement quelque chose que les gens utilisent, tout comme l'électricité, l'eau, bien autre chose. Alors, comment cela a-t-il commencé? Alors, tout a commencé en 2003, lorsque Larry Page et Sergey Brin, les deux fondateurs de Google, ont développé une méthode pour combiner un grand nombre d'ordinateurs de base simple en un grand cluster, d'accord, qui partage vraiment les données dans ce cluster. La façon dont ils l'ont fait et ils ont pris chaque fichier qu'ils voulaient stocker et ils l'ont divisé en morceaux de taille fixe. Et puis les morceaux ont été stockés sur divers ordinateurs de manière aléatoire. Alors les morceaux ont donc été stockés dans de nombreux endroits différents. Il y avait donc une redondance, certainement. Il y avait plusieurs copies sur la même machine de même morceau d'un fichier. Alors l'emplacement des morceaux est géré par un seul ordinateur qui contient ce qu'on appelle le master, qui connaît exactement où se trouvent tous les morceaux et comment y accéder. Alors, voyons donc comment cela fonctionne réellement. Alors, nous avons donc ici un seul fichier de 410 mégas. Alors, la première chose que nous faisons, c'est de diviser ce fichier en morceaux. Je suppose que le fichier est divisé en 4 morceaux.
Habituellement, un nombre beaucoup plus important de morceaux est nécessaire. Alors, on a pris juste un exemple vraiment simplifié. Ensuite, chaque morceau est copié et vous en faites plusieurs copies, d'accord? Alors, par exemple, le bloc 1, il y a plusieurs copies de bloc 1 en orange. Il y a trois copies. Alors, certains de ces morceaux sont dupliqués en deux, exemple comme le bloc par exemple 4, et d'autres en trois exemplaires comme par exemple le bloc 1. Alors, par la suite, nous prenons ces morceaux que nous avons collectés et nous les distribuons au hasard sur ces trois ordinateurs. Alors cela se comportera comme ça. Le premier, par exemple, morceau de fichier ira sur ces trois machines. Alors le second a deux exemplaires, donc il ira sur deux machines, etc. Alors maintenant, chaque ordinateur ou bien node, les appelle, stocke trois morceaux. D'accord. Alors, pourquoi ce système est une bonne chose, voilà. Et il y a quatre points importants. Pourquoi ce système, alors on l'appelle ce système ça, ce système plutôt là, on l'appelle le système HDFS. On va le voir par la suite en détail. Alors la première chose importante, alors il y a quatre choses, il y a quatre points importants pour ce système. Le premier point, alors nous utilisons pas de périphériques de stockage spéciaux, alors pour stocker nos ordinateurs, mais simplement du matériel simple. D'accord. On utilise un matériel de base. Deuxièmement, chaque donnée est proche d'un CPU, ce qui est bien pour la localité. Alors cela signifie donc que nous n'avons pas besoin de transférer des données d'un endroit à un autre endroit pour effectuer un calcul, ce qui va vraiment améliorer la qualité. On a dit dans la vidéo précédente que c'est ça le grand souci de Big Data, c'est d'essayer de transférer des données entre les clusters ou bien entre les ordinateurs. Alors, troisièmement, les redondances. Alors, ce type de cluster peut tolérer facilement en panne. Nous avons des redondances. Du coup, si un ordinateur tombe en panne, on peut facilement récupérer les données. Puisque si on revient, on a déjà stocké quelque part le morceau qui est stocké déjà dans l'ordinateur qui tombe en panne. On va voir l'exemple par la suite. Alors, finalement, l'abstraction. Alors, l'ensemble du système est conçu pour rassembler un système de fichiers normal avec des fichiers et des répertoires. Alors, le mécanisme de bloc est complètement caché au programmeur. Le programmeur n'a pas à s'en soucier. Il n'a pas, il va pas gérer le transfert, il va pas gérer la division, il va pas gérer plein d'abstractions dans le système de stockage. Alors, voyons comment nous, par exemple, pour la redondance, voyons par exemple comment nous obtenons la redondance. Alors, ce que nous avons ici notre cluster et et supposons que tout d'un coup, l'une des trois machines alors tombe en panne. On suppose que, par exemple, la machine au milieu. Alors, si par exemple cette machine, elle va tomber en panne, alors qu'est-ce qu'on va avoir? L'avantage, c'est que nous avons perdu les données stockées dans le deuxième ordinateur, parce que nous avons toujours... mais l'avantage, c'est qu'on ne va pas perdre les données parce que nous avons toujours tous les blocs du fichier stocké dans les deux machines restantes. D'accord. Alors, cela signifie donc que lorsque cette machine tombe en panne et que c'est une machine de base et que vous n'en savez, vous n'en avez des milliers de machines dans un vrai cloud. Alors, il est très probable que l'une d'entre elles échoue. D'accord. Alors, vous pouvez récupérer toutes les informations. Il vous suffit de remplacer la machine ou le disque et vous pouvez remettre cette machine en marche. D'accord. Alors, alors, la localité, voilà, pour la localité, alors, est un aspect différent. Il est vraiment préservé dans le système HDFS. Supposons que le fichier contient un très très grand nombre de chiffres. Imagine le file .text contient un très grand nombre de chiffres. Et ce qu'on cherche à faire, alors,
Voilà. Et ce qu'on cherche, alors ce qu'on cherche à faire, c'est par exemple, on cherche à faire la somme par exemple de ces nombres. Voilà. Alors le fichier 4, le fichier, il est divisé sur 4 morceaux. Le problème avec le problème, c'est que on peut pas par exemple traiter le bloc 3 avant de traiter le bloc 2 et le bloc 1. Il faut traiter les blocs dans un ordre séquentiel. Alors du coup, si on se pose par exemple, si on commence par exemple à traiter le bloc 1, on va le traiter dans la machine 1, d'accord? Le bloc 2, on va le traiter dans la machine 2 ou bien la machine 1. Le bloc 3, on va le traiter dans la machine 1 ou bien la machine 3. Pourquoi c'est vraiment important pour préserver la localité? On a dit que ces nodes, alors ces machines sont des ordinateurs. Un ordinateur veut dire qu'il y a un CPU, d'accord? Il y a un processeur. Du coup, alors il faut traiter toujours les données dans l'emplacement, bien dans la machine où elles sont stockées, d'accord? Si mes données sont stockées ici, alors je vais les traiter ici. Alors, du coup, pour faire par exemple la somme, si on a supposé au début que notre fichier contient des nombres, si on voulait faire la somme, alors on peut faire la somme des trois blocs ici, par exemple. On va obtenir des résultats, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Et après, pour le dernier bloc, je peux faire la somme ici, ou bien dans le deuxième node, ou bien dans le troisième, et je donne les résultats. D'accord? Et après, il y a un système qui va les additionner ensemble pour enfin donner un seul résultat. D'accord? Alors, vous pourriez donc utiliser de nombreux processeurs sans déplacer les données. Alors, le déplacement est hyper coûteux. Alors, on aimerait bien vraiment l'éviter. D'accord? Alors, c'est le serveur de fichiers HDFS. D'accord? Nous allons maintenant parler sur MapReduce. Alors, c'est quoi MapReduce? On sait très bien, on a dit que le serveur de fichiers HDFS est un moyen de stocker des fichiers sur des nombreuses machines. Alors, MapReduce est un moyen de décrire le calcul sur de nombreuses machines. D'accord? Voici la différence entre MapReduce et le système HDFS. Alors, le programmeur peut spécifier le calcul à faire au plus haut niveau sans rien savoir sur le nombre de machines, le nombre de morceaux, alors le nombre de copies, etc. D'accord. Et le système se chargera de le faire. D'accord. Alors, dans la suite, enfin, on va essayer de parler sur, on va essayer de initier Spark. Alors, c'est quoi Spark? Alors, Spark a été inventé par Matei Zaharia alors dans son laboratoire AMP Lab à Berkeley en 2014. Contrairement à Hadoop, qui utilise le disque pour distribuer les données, Spark utilise la mémoire principale pour distribuer les données. Et cela rend simplement Spark beaucoup plus rapide que Hadoop. On a dit au début qu'on a déplacé le chapitre de Hadoop. On va le voir après Spark. Mais la différence jusqu'à maintenant, c'est ça. Alors, Hadoop utilise un disque pour distribuer les données, mais Spark utilise la RAM, utilise la mémoire pour faire cette distribution. C'est ce que nous allons utiliser alors, dans ce cours. Alors, vous vous souvenez peut-être que dans la vidéo précédente, nous avons expliqué comment compter les mots efficacement pour faire le word count euh, en utilisant le tri avant de faire l'addition de nombre d'occurrences des mots. Alors après, on va voir la même chose. On va voir la même chose avec Spark et vous allez voir c'est quoi la différence. Alors, pour résumer, l'analyse massive des données est effectuée sur des ensembles des ordinateurs. Alors, le fonctionnement du HDFS consiste à décomposer les fichiers en morceaux, d'accord, de taille fixe et à faire des copies de ces morceaux et de les distribuer de manière aléatoire sur plusieurs machines. Alors, MapReduce est une abstraction de calcul alors qui fonctionne bien avec HDFS, alors qui est une abstraction de stockage. D'accord.
Alors, dans le prochain cours, nous allons essayer d'aborder, nous allons commencer la programmation en Spark, en MapReduce. Avant de finir, alors je voudrais terminer avec cette information. Alors, vous savez très bien que les centres de calcul, bien les centres de données, consomment énormément d'électricité et cette électricité n'est pas consommée directement par les ordinateurs, mais elle est consommée par les climatiseurs ou bien le système de refroidissement qui essaie de garder les ordinateurs froids. D'accord? Alors Facebook a un centre de données au Danemark alors qui transfère la chaleur produite par les centres de données vers les villages voisins. Alors ils ont donc installé des tuyaux comme sous terre, comme le montre l'image. C'est ce qu'on appelle de nos jours les énergies renouvelables. Voilà, par exemple, parmi une application des applications de l'énergie renouvelable de nos jours.